Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, en ma qualité de président de la Commission des finances et alors que s'ouvre l'examen du projet de loi de finances pour 2025, je débuterai évidemment cette intervention en rappelant que cela fait plus d'un mois déjà que le rapporteur général et l'ensemble des rapporteurs spéciaux procèdent à l'analyse de ce nouveau budget, tant dans sa partie recettes que dépenses. Je remercie donc l'ensemble des membres de la Commission ainsi que les rapporteurs pour avis pour la qualité de leurs travaux et des échanges qui ont nourri nos réunions. Alors que l'examen des deux derniers projets de loi de finances avait été marqué par l'utilisation du 49.3 à l'Assemblée nationale et que nous avions l'habitude donc de récupérer un texte enrichi de nombreux articles et dispositifs additionnels, nous connaissons cette année une situation inédite. Le Sénat est saisi du texte initial du gouvernement, soit de 65 articles seulement au total. Si cette occurrence donne à notre Assemblée un rôle inédit, celui de proposer un texte qui pourrait être à la base d'une future commission mixte paritaire, nous ne pouvons que collectivement regretter que le texte initial du gouvernement n'ait pas été enrichi par les propositions de l'Assemblée la plus représentative de l'état le plus actuel de l'opinion et que le volet dépenses n'ait même pas été examiné. Ce débat budgétaire s'ouvre donc alors que le projet de loi de fin de gestion, dont nous parlerons en début d'après-midi, arrête le déficit de nos finances publiques à 6,1% du PIB, soit de l'ordre de 180 milliards d'euros, le pire déficit depuis la guerre, hors période de crise. Sans vouloir revenir à ce moment de mon propos, sur les raisons tant techniques que politiques qui ont conduit notre pays à connaître en un an une aussi soudaine et grave aggravation de son déficit public de plus de 50 milliards d'euros ou 1,7 point de PIB, amenant celui-ci à 6,1 au lieu des 4,4 annoncés jusqu'encore le mois de février dernier par le gouvernement sortant, la conséquence en est claire et sans appel. Il nous faut dès cette année redresser nos finances publiques, réduire significativement notre niveau de déficit pour diminuer notre appel à l'emprunt, et tout ceci sans peser ni sur la qualité de nos services publics, ni trop lourdement sur une croissance que l'état de notre économie comme celui de notre environnement international ne nous permet guère d'imaginer très élevé. L'objet de notre débat portera donc sur les voies et moyens d'y parvenir. Et comme toujours, le diable se cache dans les détails des mesures proposées. Au moins, n'entendons-nous plus que l'augmentation d'impôts serait une ligne rouge, par ceux-là même d'ailleurs qui portent la responsabilité de la situation actuelle. Quelles qu'aient pu être les motivations des baisses d'impôts depuis 2018, et qu'elles aient été partagées ou non, celles-ci auraient dû être stoppées dès le début de la crise du Covid. La France, comme tous nos voisins européens, a fait face à deux crises majeures, l'une sanitaire, l'autre énergétique et inflationniste, avec tous les soutiens financiers aux Français et à l'activité économique nécessaires. Mais la France seule s'est privée annuellement et avec constance de produits fiscaux très lourds, les plus discutables étant la taxe d'habitation pour les 20% des Français les plus aisés pour 9 milliards d'euros, la CVAE pour sa deuxième part pour plus de 5 milliards d'euros à ce jour et 8 programmés au total d'ici 2029, selon notre texte, messieurs les ministres. Nonobstant les crises violentes et la nécessité de mesures de soutien exceptionnelles, très justement mises en œuvre, imperturbables, les gouvernements successifs ont poursuivi méthodiquement leur politique de l'offre, creusant inexorablement une dette et des déficits auxquels il nous faut aujourd'hui collectivement pallier. En la matière, soyons précis. Chaque année, ces baisses de produits fiscaux, démarrées en 2018, coûtent maintenant 62 milliards d'euros au budget. À elles seules, en cumulé, elles auront été à l'origine de l'augmentation de la dette de 10 points de PIB, soit 300 milliards d'euros. Alors aujourd'hui, quelle solution ? Forcément, toujours les mêmes. Il n'y a pas de miracle. Des coupes budgétaires sévères pour une large part, quelques recettes nouvelles, souvent temporaires, ça nous a été rappelé, pour le monde économique, beaucoup plus permanentes pour les ménages et les collectivités d'autre part. Mais avant d'aller plus loin et avant de discuter les articles de ce projet de loi, il ne serait peut-être pas inutile de porter un jugement sur cette politique de baisse des recettes fiscales.
Pour ce qui est de la taxe d'habitation, la mesure initiale de suppression pour 80% des ménages a coûté 9 milliards d'euros. Son extension aux 20% des ménages les plus aisés, suite à un avis sans surprise du Conseil constitutionnel, a elle aussi coûté 9 milliards d'euros. Cette mesure devait se traduire par une augmentation de la consommation, je vous le rappelle. Résultat, pour les ménages aisés, la suppression de la taxe d'habitation a été perçue surtout comme un bonus inattendu, leur permettant d'augmenter leur épargne plutôt que de consommer plus. Le taux d'épargne des ménages, qui s'était stabilisé à 12,9% au premier trimestre 2018, a grimpé à 17,6% au deuxième trimestre 2024, l'un des taux d'épargne les plus élevés d'Europe. Alors, avant d'augmenter les taxes sur l'électricité ou de gaz dans une version, semble-t-il, plus sénatoriale, ou de sous-indexer les retraites, je propose que nous reprenions d'abord par une surtaxe temporaire d'hier d'impôt sur le revenu, un tiers du gain des Français les plus aisés, soit 3 milliards prélevés sur ceux taxés au taux de 30% et au-delà, selon une progression croissante. Si nous ne le faisons pas, l'État aura rendu finalement aux plus aisés ce qu'il propose maintenant de prélever sur tous, une sorte de Robin des Bois, mais à l'envers. Le même raisonnement vaut pour les impôts de production. Il a été impossible à France Stratégie, vous le savez, service placé auprès du Premier ministre, d'évaluer l'impact de la suppression de 15 milliards d'euros à ce jour de différents impôts de production. Cette année encore, 1 milliard d'euros a été rendu aux entreprises concernées, alors même que de telles baisses n'avaient, selon le président de MEDEF, aucun effet. Alors, le président du MEDEF, je cite, parle d'effet de choc. Il n'y a aucun effet de choc, donc aucun effet. Alors je propose que la CVAE soit donc rendue aux intercommunalités et départements en 3 ans et que l'État récupère la TVA correspondante. Cela aura 3 effets. Renouer le lien entre l'économie et le territoire, retrouver des recettes de TVA pour l'État et enfin permettre à celui-ci de participer financièrement, si nécessaire, dans le cadre d'un accord à trouver entre État et collectivités locales, à la restauration d'une contribution résidentielle. De fait, le gouvernement lui-même a ouvert la voie à une remise en question des baisses d'impôts non gagées de ses prédécesseurs. Avec une surtaxe sur 2 ans des très grandes entreprises, il revient de fait, certes temporairement, sur la baisse du taux d'imposition de 33% à 25%. Je propose, au fond, de faire la même chose pour une partie du produit perdu de taxes d'habitation ou de CVAE. Il ne s'agit donc pas d'augmenter les impôts, mais bien plutôt de revenir sur des baisses d'impôts inconséquentes. Le gouvernement considère d'ailleurs, vous le savez, que la suppression d'exonération de cotisations patronales est une baisse de la dépense et non une augmentation des recettes. Je vous propose donc, pour l'impôt sur le revenu, sur la taxe d'habitation, pour finalement la CVAE, une lecture symétrique. Dans son rapport sur la libre administration, le groupe de travail du Sénat sur la décentralisation proposait d'assurer une protection constitutionnelle à la fiscalité locale et d'inscrire dans la Constitution un principe d'autonomie fiscale des communes. Nous avons voté ce rapport ici au Sénat. Mes chers collègues, la crise des finances publiques que nous connaissons doit nous permettre d'avancer en revenant sur les erreurs passées. Ne laissons pas passer ce moment unique pour trouver une sortie constructive au travail du Sénat. Je ne suis pas sûr qu'une telle opportunité se représente de sitôt. Alors, mes chers collègues, comme disent les anglo-saxons, si quelqu'un a quelque raison que ce soit de s'opposer à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Si vous êtes favorable, mes chers collègues, si vous êtes favorable au retour d'un pouvoir fiscal pour les collectivités locales, dites-le aujourd'hui.
en votant mes amendements, ou alors n'en parler plus jamais. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, monsieur le ministre Armand, lors de votre passation de pouvoir, vous annonciez un brin flagorneur devant un Bruno Le Maire visiblement très satisfait de lui. Je mesure la chance d'hériter d'un tel bilan. 1 300 milliards de dettes supplémentaires en 7 ans et une commission d'enquête plus tard, force est de constater qu'il vous en faut peu pour être fier. Il faut dire qu'après 7 années de macronisme, le bilan a de quoi faire rêver. 11 millions de pauvres, un taux de chômage qui culminera à plus de 7% en fin d'année, un record de défaillances d'entreprises, des plans sociaux annoncés partout sur le territoire, une procédure de redressement excessif par la Commission européenne. Je crois, monsieur le ministre, que vous êtes le seul à vous estimer chanceux. C'est donc tout naturellement que de cette faillite économique découle le discrédit politique. Discrédit matérialisé par les dernières élections législatives qui ont mis en déroute l'ancienne majorité présidentielle. Car il est important de rappeler que votre présence aujourd'hui face à nous tient de l'anomalie démocratique, tant vous êtes illégitime à présenter un projet de loi de finances devant les Français. Vous êtes illégitime à présenter ce budget, car c'est finalement le PLF de l'Internationale de la loose qui permet aux 2 derniers des législatives de nous resservir leurs vieilles recettes libérales datées et qui ose encore nous donner des leçons de sérieux budgétaire alors que l'état des finances publiques n'a jamais été aussi grave hors temps de guerre. Je le redis, vous êtes illégitime, car le vrai gagnant de ces élections, c'est le Front républicain. Front sur lequel vous vous êtes assis en plaçant votre minorité gouvernementale dans la main de l'extrême droite. Et que dire des Républicains qui ne tiennent leur groupe à l'Assemblée que grâce au désistement et au Front républicain qu'ils n'ont jamais appelé à faire. Les débats à l'Assemblée l'ont montré. Votre attelage brinque-ballant a été battu un nombre de fois considérable, y compris par vos propres alliés en carton du socle commun. Vos alliés, donc, qui à eux seuls ont concentré plus de la moitié des amendements de séance, avec une mention spéciale pour les députés républicains, qui, encore marqués par 12 ans dans l'opposition, se sont comportés comme des opposants à leur propre budget. Alliés à la mémoire sélective et à géométrie variable s'il en faut, quand j'entends les Républicains expliquer qu'ils seront l'organe de la raison, je m'interroge. Dois-je rappeler que l'augmentation de la dette est également la faute des Républicains, car ils avaient fait comme condition de leur vote sur le budget 2023 la mise en place du chèque carburant. Votre gouvernement, par l'équation politique qui est la sienne, se retrouve dans une situation politique qui devient insoluble. Il manquait déjà 5 milliards dans votre budget quand vous l'avez déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, mais à mesure que le Premier ministre entend satisfaire vos alliés de circonstance, les mesures d'économie fondent comme neige au soleil. C'est ainsi que le groupe LR du Sénat ne veut pas entendre parler de l'augmentation des taxes sur l'électricité au-delà de son niveau d'avant-crise. Cela représente un manque à gagner de 3,4 milliards. Par ailleurs, toujours le groupe LR sénatorial, en voulant ramener l'effort sur les collectivités locales à 2 milliards, notamment en supprimant le fonds de compensation imposé aux grosses collectivités, il prive votre gouvernement de 3 milliards d'économies. Quant au groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, il refuse le coup de rabot à 4 milliards sur les allègements de cotisations patronales. Prises tout ensemble, les exigences des parlementaires du socle commun entraîneraient un manque à gagner de 10,5 milliards d'euros. Votre budget s'apparente à un grand jeu de bricolage où l'on déshabille Paul pour habiller Jacques en fonction de la météo politique du moment. Il est édifiant de voir que vous avez laissé le député Wauquiez, qui s'est, l'espace d'un journal télévisé, pris pour un vice-premier ministre, annoncer en grande pompe la division de votre mesure sur les retraités. Maintenant que le cadre politique est placé, abordons le présent texte. Tout d'abord, et comme à l'accoutumée, les hypothèses macroéconomiques qui figurent dans ce budget ne sont absolument pas crédibles. Votre gouvernement évalue la croissance économique pour 2025 à 1,1 %. Cette prévision est lacunaire car il manque l'essentiel, à savoir la prise en compte de l'effet récessif des mesures annoncées dans le PLF. L'OFCE parle de 0,8 points. Une paille. La réduction contenue dans ce budget est trop rapide car elle va grever la croissance et l'investissement alors même
que nombre de plans sociaux sont prévus. Selon l'OFCE, votre budget détruira directement 130 000 emplois. Le président de la République a déclaré lui-même à propos du dérapage du déficit que le problème n'était pas un problème de dépenses, mais de moindres recettes. Par conséquent, nous vous apporterons des solutions afin de faire contribuer plus équitablement tous les Français à l'effort collectif. Nos propositions visent à faire pencher la balance du côté de la justice fiscale, quand votre budget nous promet une véritable régression sociale. Car j'ai entendu, ça et là, que nous exagérions à parler de ce PLF comme un budget d'austérité. Mais comment ne pas parler d'austérité quand 4 000 postes de professeurs sont supprimés ? Comment ne pas parler d'austérité quand 500 postes pour la politique de l'emploi sont supprimés ? Quand 100 millions d'euros sont supprimés pour l'insertion des personnes en situation de handicap ? Un comble quand on sait que les nominations de ce gouvernement avaient carrément fait l'impasse sur la nomination d'un ministre chargé du handicap. Comment ne pas parler d'austérité quand vous faites 4 milliards d'euros d'économies sur la santé, alors que les déserts médicaux n'ont jamais été aussi nombreux et qu'ils touchent même les zones urbaines désormais ? Comment ne pas parler d'austérité quand l'écologie joue encore la variable d'ajustement de vos errements budgétaires avec les budgets de MaPrimeRénov' et du Fonds vert pour les collectivités locales ? Il est clair que vous semblez plus faire le cas de la dette budgétaire que vous avez vous-même creusée que de la dette écologique que vous laisserez à nos enfants. Face à ce budget inique, nous prenons acte des déclarations du Président de la République. Le problème est de trouver dans le manque de recettes et non dans les dépenses. Nous avons donc des propositions qui visent à combler le déficit que vous avez laissé si béant. Afin de rétablir un peu de justice fiscale, après 7 années d'iniquité sociale, nous vous proposerons d'augmenter le PFU de seulement 3 points, soit 1 milliard d'euros de prélèvements supplémentaires, alors que les revenus du patrimoine ont augmenté de 59 milliards en 2023. Nous vous proposerons de taxer significativement, à hauteur de 15 milliards, les superprofits, au moment même où le CAC 40 a cumulé plus de 146 milliards de bénéfices, dont 36 milliards de superprofits. Toujours dans la volonté de trouver de nouvelles recettes, nous vous proposerons de mettre fin à la pratique d'arbitrage, dès lors que le CAC 40 en a versé plus de 68 milliards en 2023, soit une progression de 44% par rapport à 2017. Par ailleurs, c'est dans une volonté de ne pas agir que sur les recettes que nous vous proposerons aussi dans les dépenses, et plus précisément dans les divers et dispendieux crédits d'impôt qui minent nos budgets depuis des années. Enfin, nous vous demandons très solennellement de ne pas faire des collectivités locales le bouc émissaire facile de 7 ans de gestion erratique. Nous refusons d'emblée toutes les ponctions que vous souhaitez leur faire subir. Je rappelle que l'État, qui accuse un déficit de plus de 3 300 milliards, souhaite faire la leçon aux élus locaux qui, astreints à la règle d'or, doivent présenter chaque année des budgets à l'équilibre. Durant nos débats, nous aurons à cœur de vous faire des propositions qui garantissent des marges de manœuvre solides à nos élus locaux. Je pense notamment à l'indexation de la DGF sur l'inflation ou l'augmentation significative du taux de DMTO pour les départements qui traversent une crise financière inégale. Je conclus, vous l'aurez compris, nous ne sommes pas fatalistes, nous sommes responsables pour deux et nous ne souhaitons pas être dans une opposition stérile qui n'aurait pour conclusion que le blocage. Nous jugerons donc sur place votre capacité à nouer des compromis et c'est à l'aune de l'acceptation de nos propositions que nous nous déterminerons. En l'espèce, nous voterons contre ce budget 2025. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances qui vient de partir, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, si aujourd'hui notre dette est élevée, c'est parce que j'ai sauvé l'économie française. Messieurs, je regrette que l'auteur de cette phrase ne soit pas au banc aujourd'hui. Nous avons eu 5 ans de vie commune dans cet hémicycle. Faut-il en rire ou se morfondre ? Telle est notre question. La dette publique a atteint 3 300 milliards d'euros, soit plus de 113% de notre PIB. Un niveau historique qui fragilise notre souveraineté, notre crédibilité sur la scène internationale, mais surtout notre capacité à investir afin de répondre à la complexité des problèmes contemporains qui nous attendent. À ce titre, messieurs les ministres, nous ne pouvons ignorer une réalité préoccupante. Plus de 50 milliards d'euros par an sont consacrés au paiement des seuls intérêts de la dette. Cela représente 1 euro sur 8 de dépenses publiques, soit 10 milliards qui échappent chaque année aux services publics essentiels pour nos concitoyens. Et pourtant, malgré ces constats, vous persistez à défendre une politique fiscale qui, depuis 2017, a méthodiquement organisé l'attrition de nos finances publiques.
Suppression de l'impôt sur la fortune, suppression drastique de la taxe d'habitation, disparition de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, sans oublier la contribution à l'audiovisuel public. Résultat, plus de 60 milliards d'euros se sont évaporés chaque année depuis 2017. Ce sont précisément ces mêmes 60 milliards que vous cherchez aujourd'hui désespérément pour amener notre déficit sous la barre des 5% du PIB d'ici 2027. Il n'y a pas besoin d'être inspecteur général des finances publiques pour comprendre que le jeu des vases communicants opère ici à plein. Depuis 2017, le groupe socialiste au Sénat et surtout le président de la commission des finances, Claude Raynal, n'a cessé de vous alerter. Pas vous, en effet, ici, messieurs les ministres, votre prédécesseur. Face à cette situation, comment prétendre financer la transition écologique ou redresser nos comptes publics? Vos choix budgétaires traduisent une impuissance coupable aggravée par une obsession comptable déconnectée des réalités sociales et économiques. Désormais, le projet de loi de finances pour 2025 s'inscrit dans cette logique dangereuse, avec 60 milliards d'économies et de nouvelles recettes. Nous ne le répéterons jamais assez, mais une réduction trop brutale du déficit public risque d'entraver la croissance et l'investissement, rendant nos efforts contre-productifs. Ce que vous pensez gagner en économie, vous le perdrez tout aussi vite en recettes fiscales amoindries. Localement, je vous alerte sur cette récession qui va poindre d'ici 8 mois avec les PME, les TPE et évidemment les nombreux licenciements qui vont en découler. Le rôle de la commande publique locale est ici majeur sur notre économie locale. Dans ce contexte, les collectivités territoriales pliées de notre République décentralisée se voient une fois encore sollicitées de manière disproportionnée. L'effort demandé, 7,8 milliards d'euros, est sans précédent et profondément injuste. Il équivaut à 1 an à celui consenti sur 3 lors de la baisse de la dotation globale de fonctionnement DGF entre 2014 et 2017. Cette participation est disproportionnée au regard de leur responsabilité dans le dérapage des finances publiques. Cela a été dit et cela a même été reconnu par le Premier ministre lui-même lors du congrès de l'AMF. Vous leur demandez un effort de 7,8 milliards, je dirais presque même 11 milliards selon André Léniel, qui est vice-président de l'AMF et le président du comité des finances locales. Création d'un fonds de réserve de 3 milliards. Mesure du CNR-ACL, 1,3 milliard. Réduction du fonds vert, 1,5 milliard en autorisation d'engagement. Gel de la dynamique de la TVA affectée, 1,2 milliard. Réduction du taux de fonds de compensation pour la TVA, FCTVA, à hauteur de 800 millions. Ce choc budgétaire met en péril l'autonomie financière des collectivités, socle de notre décentralisation et nœud gordien de notre démocratie locale. Il affaiblit leur capacité à répondre aux besoins de leurs habitants, qu'ils vivent dans nos grandes métropoles, dans nos territoires ruraux ou de montagne. Ce n'est pas seulement un déséquilibre financier qui nous pointerons ici, c'est une remise en cause du pacte républicain qui lie l'État aux collectivités locales. Rappelons-le, les collectivités territoriales ne sont pas responsables de notre dette publique. Leur dette ne représente que 9% de la dette nationale. Pourquoi dès lors leur imposer une telle contrainte budgétaire ? Le groupe des sénateurs socialistes est contre cette asphyxie financière de notre collectivité. Les économies et les recettes sont à chercher ailleurs. Un budget de justice fiscale et sociale est la seule voie crédible pour retrouver une trajectoire budgétaire soutenable tout en respectant les priorités sociales et écologiques de notre pays. En l'état, le texte que nous vous proposons en est très éloigné. C'est pourquoi, avec mes collègues du groupe socialiste, nous proposerons une série d'amendements visant à rétablir une justice fiscale en cherchant des recettes chez les plus hauts revenus. Les collectivités territoriales de notre pays ont un rôle essentiel à jouer pour la transition écologique, pour nos concitoyens, pour le vivre ensemble de ce pays. Nous ne laisserons pas les affaiblir par ce budget d'austérité. Nous voulons renforcer le soutien à nos collectivités territoriales, notamment grâce à ces amendements visant à restaurer la CVAE injustement supprimée par le gouvernement pour garantir des ressources pérennes et adaptées à nos collectivités. Garantir une équité pour nos communes rurales, protéger le financement du FACÉ, assurer une juste contribution des assurances pour soutenir les services départementaux d'incendie et de secours. Bref, vous l'avez compris, nous ferons des propositions. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, après les records de chaleur de 2022-2023, l'année 2024 est en passe de détenir le record de l'année la plus chaude jamais enregistrée. Elle dépasserait pour la première fois 1,5 degré d'augmentation depuis l'ère pré-industrielle. Nous avons donc franchi un nouveau seuil. Nous avons déjà changé de monde. En 2023, le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz chiffrait le surcroît d'investissement public nécessaire à la transition écologique à 34 milliards d'euros par an. Alors, quand Michel Barnier a placé la dette écologique à égalité avec la dette financière lors de son discours de politique générale, nous avons repris espoir.
le gouvernement prenait enfin conscience de l'enjeu existentiel de la transition écologique. Ces espoirs ont pris fin avec ce budget. Ce budget acte une baisse de près de 10% de crédits pour la mission écologie. Et si on intègre la baisse des prix du marché de l'électricité, c'est de 17% que ces crédits sont amputés en une seule année. 17%, ce n'est plus de l'austérité, c'est le sacrifice pur et simple de toutes nos ambitions dans la transition écologique. Tous les domaines sont concernés, de la rénovation thermique des bâtiments au soutien aux collectivités territoriales en passant par la biodiversité. C'est une trajectoire très inquiétante, à rebours de toutes les recommandations d'experts. La France a besoin d'un plan d'investissement dans les infrastructures de transport durables. Nous ne pourrons pas remplacer intégralement le parc automobile thermique par un parc électrique équivalent. Il faut donc anticiper et planifier les reports vers d'autres moyens de transport. Or, que propose ce budget ? Il réduit fortement les financements pour les infrastructures de transport. Alors que l'électrification du parc automobile est essentielle et que nous prenons déjà du retard dans les investissements, vous réduisez les aides aux acquisitions de véhicules propres de 500 millions d'euros en supprimant au passage la prime à la conversion. Des solutions existent pour promouvoir le transport écologique avec de nouvelles recettes fiscales sans impact sur l'activité ni sur les plus précaires. La taxation des yachts, des jets privés, le durcissement du malus écologique pour les SUV et l'encadrement des niches fiscales les plus polluantes. Nous vous ferons des propositions. La France doit également opérer sa transition énergétique en accélérant son soutien aux énergies renouvelables. Vous amputez au contraire le fonds chaleur qui accompagne la production de chaleur renouvelable dans les collectivités de 300 millions d'euros. Le dispositif MaPrimeRénov' pour la rénovation énergétique des bâtiments est lui aussi taillé à la serpe. Quant au chèque énergie, cela a déjà été dit, il ne sera plus versé automatiquement. Et alors que l'INSEE a établi dans son portrait social publié jeudi dernier que la fin du bouclier inflation a pesé plus fortement sur les plus modestes, vous aggravez le risque de non-recours et de précarité énergétique des ménages. Par ailleurs, alors que la décarbonation passe par l'électrification, le relèvement de l'accise sur l'électricité prévu dans le PLF aurait encore une fois pesé sur les ménages et envoyé un mauvais signal. Nous avons proposé de rétablir le niveau d'accise d'avant-crise et nous nous réjouissons que la commission des finances aille en ce sens. Enfin, la préservation de la biodiversité a été sacrifiée dans ce budget. Alors que la protection de la biodiversité est vraiment un objectif essentiel pour l'adaptation au changement climatique, les crédits de la stratégie nationale biodiversité ont été divisés par 2. Dans le domaine de l'eau, le plafond des agences de l'eau devait être relevé de 175 millions dès 2025. Finalement, ce sera 2026. Ce budget manque d'ailleurs dans ce domaine cruellement d'ambition pour lutter à la source contre les pollutions persistantes qui mettent en danger la santé des humains et des écosystèmes. Vous renoncez à mettre en place le principe pollueur-payeur qui évite de reporter les coûts sur la collectivité. Là encore, nous vous ferons des propositions pour réduire les pollutions à la source. Votre coalition a plongé le pays dans la crise budgétaire. Avec ce budget, elle choisit de sacrifier les transitions écologiques et énergétiques. Ce budget est un budget de renoncement écologique.